Les estivales de la question animale. Et bien donc on reprend cette session de courte présentation avec donc une conférence éclair sur l'industrie croissante de l'élevage d'insectes, donnée à nouveau par Corentin. Eh bien c'est à toi. Parfait. Hop, est-ce que ça marche? Excellent. Ouais, super. Bon, bah très bien. Eh bien, bonjour pour cette présentation sur voilà, comme le titre a été indiqué. Voilà. Donc certains d'entre vous me connaissent comme la personne qui a donné la conférence il y a 1 heure, mais mais du coup, en fait, j'ai récemment cofondé l'Observatoire national de l'élevage d'insectes. Mais alors là, il y a plusieurs éléments, donc on va me présenter des éléments de contexte. Je vais présenter quelques éléments liés à la recherche, à la sentience des invertébrés, ce genre de choses. Mais je tiens à préciser que c'est pas un domaine dans lequel je suis expert et c'est pas un domaine qui sera abordé par l'observatoire pour tout un nombre de raisons, mais c'est juste pas notre expertise en fait. Nous, c'est plutôt les impacts environnementaux que du coup je présenterai. Voilà. Donc, juste pour présenter qui nous sommes. Donc, nous, voilà, notre objectif, c'est mettre à disposition des ressources scientifiques pour éclairer les débats liés à cette nouvelle industrie. Donc, ça a été notamment cofondé avec Nour et il y a Tom Brie-Chevalier qui est également dans l'organisation. Et voilà, comme j'ai dit, impact environnemental et économique, c'est ce sur quoi on se focalise. Voilà, et partager notamment les informations basées sur les terres scientifiques, sur médias, décideurs, associations environnementales, etc. Et quelques contextes sur élevage d'insectes. Déjà, c'est un secteur qui connaît un intérêt croissant. Et dont la France abrite certains leaders du secteur, Nidophile, Insect par exemple. Et Insect a par exemple reçu plus de 500 millions de dollars de financement privé et public, notamment de la Banque publique d'investissement, donc c'est non négligeable. Et pour donner un peu un ordre de grandeur, le nombre d'insectes élevés chaque année en 2020 était de 1000 milliards, ce qui est non négligeable. Et là, on est à 10 à 30 000 milliards chaque année en seulement 4 ans. Donc c'est un secteur qui grossit vite. Donc, du coup, vous, ce qui vous a intéressé sans doute le plus, c'est la question de sentience, c'est-à-dire où en est un peu la recherche là-dessus. Donc, comme j'ai dit, voilà, c'est pas un sujet qu'on va discuter, mais j'ai justement regardé un peu, demandé leur avis à certains experts sur la question. Et notamment, il se trouve qu'il y a eu récemment la New York Declaration of la déclaration de New York sur la conscience animale, signée par plus de 280 scientifiques et professeurs, donc dans plein d'éléments différents, et qui présente comme une possibilité réaliste le fait que de nombreux invertébrés présentent une forme de conscience, voilà, et invite à en tirer les conséquences. Donc, capacité, voilà, bon, je ne vais pas présenter sentience, mais capacité positive, négative, etc. Et du coup, il y a plusieurs exemples qui sont justement présents dans cette littérature. Par exemple, on peut voir les abeilles qui jouent avec des objets. Donc, à noter que j'ai dit invertébrés, insectes, etc. Il ne faut pas oublier que les insectes sont très nombreux et plein d'espèces différentes. Et du coup, il y a plein de variations. Et genre entre adultes, par exemple, et les larves, c'est par exemple pas nécessairement la même chose. Par contre, il y a un exemple qui me parle beaucoup, c'est celui de la drosophile, qui est utilisé comme modèle de dépression pour étudier l'homme, ça veut rien dire. Modèle de dépression pour étudier la dépression chez l'homme. Et en fait, il y a plusieurs articles scientifiques qui disent en substance « Ah, c'est impressionnant à quel point la neurologie de ces organismes est similaire à celle des humains ». Il constitue un modèle très utile pour comprendre des aspects des expériences humaines plutôt terribles. On peut les affamer, les empêcher de dormir, etc. Ils deviennent dépressifs. Ensuite, on peut tester des antidépresseurs. C'est vraiment très bien. Ce qui, bon, devrait probablement nous interroger. Mais du coup, voilà, la prise en compte du fait que les insectes ont des expériences subjectives, le plus grand syndicat représentant les membres de l'industrie exprime l'importance de prendre en compte des normes de bien-être à minima. Donc même du côté de l'industrie, ça reste quand même quelque chose que
en tout cas dans leur communication, ils prennent en compte. Et il y a plusieurs entreprises qui essaient de mettre en place des référents bien-être. La difficulté, c'est que la science en est encore à son début de ce côté-là. Et c'est difficile à affirmer avec certitude, ce qui permet d'offrir des conditions de vie positives à ces animaux et d'éviter les pires formes de souffrance. Voilà, on peut agir pour réduire la mortalité, mais sinon c'est assez compliqué. Et par exemple, il y a des incertitudes sur la densité, parce qu'il y a des densités assez élevées dans les élevages, énormément de larves, et c'est difficile de savoir à quel point ça pose problème ou non. Et un autre, c'est incertitude sur les méthodes d'abattage. Par exemple, c'est-à-dire que il y a quelques années, par exemple, il y en a qui ont vu qu'il y a des insectes qui étaient ébouillantés comme méthode d'abattage, et du coup, plein de personnes qui se sont dit « Ah non, faut pas faire ça, etc. » Sauf que, après plus de recherches scientifiques, il se trouve que, en fait, ébouillantage, c'est une des méthodes les plus rapides, et, parce que c'est pratiquement instantané, les insectes sont vraiment très petits, donc du coup, ils réagissent pas de la même manière que nous, et c'est en fait une des méthodes les plus entre guillemets humaine de procéder. Voilà. Et donc, en gros, ça fait que c'est assez facile de faire des choses qui peuvent être contre-productives, en fait. Voilà. Donc, s'il y a des personnes qui se disent « Ah tiens, je vais faire quelque chose sur ce sujet », bon, faire attention et probablement demander avant de vérifier. Voilà. Et par contre, voilà, il y a d'autres méthodes comme le broyage qui peuvent être bien faites, enfin, sous-entendu instantanées, mais qui peuvent être également mal faites avec plein d'insectes qui passent à travers et qui meurent à moitié découpés, ce genre de choses. Bon. Donc voilà, c'est pour ça que y a plein d'éléments à prendre en compte avant de s'intéresser à ces questions. Mais comme j'ai dit, voilà, c'est pas ce sur quoi dont on se focalise et c'est pas non plus mon domaine d'expertise. Moi, c'est plutôt impact environnementaux et durabilité. Et en fait, le secteur s'est construit sur la promesse de bénéfices environnementaux. Et du coup, on se posait la question, est-ce que c'est vraiment le cas ? Voilà. Et donc du coup, quand on dit que les insectes sont bons pour l'environnement, il y a plein de choses. On dit ils sont plus efficaces que la viande, ils peuvent remplacer la viande, ils peuvent utiliser des déchets pour faire contribuer à une économie circulaire, ce genre de choses. Voilà. Et j'ai contribué à l'écriture de 5 papiers scientifiques, dont un qui a déjà été accepté sur cette question. Et qui trouve qu'en fait il y a certaines limites dans les arguments souvent mis en avant sur cette question, notamment quand on dit regardez, les insectes peuvent remplacer la viande, le problème c'est qu'ils ont une acceptabilité assez faible pour les consommateurs. Voilà, bon, les gens sont juste pas très fans de manière générale, donc du coup c'est moins de 1% du marché remplacer la viande, et ils ont un impact environnemental plus grand que les alternatives à base de plantes, ce qui est quand même un peu dommage. Et surtout, en fait, il y a plein d'insectes qui vont pas remplacer la viande, mais plutôt genre des crackers, des chips, des pâtes, ce genre de choses. Et bon, ça n'a pas un gros impact environnemental, les crackers. Donc voilà. Autre élément rapide, il y a une bonne partie du marché, près de la majorité, qui c'est les insectes pour animaux de compagnie, notamment croquettes pour chiens, chats, etc. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a une bonne partie des aliments, des croquettes, etc., comme ça, qui sont faits à partir de coproduits d'abattage, ce genre de choses, comme des organes, du sang, etc., pas très ragoûtants, mais ça a un faible impact environnemental. Et du coup, il y a une étude qui indique que les insectes émettent bien plus de gaz à effet de serre que les croquettes classiques, voire plusieurs fois plus, ce qui est tout de même un peu dommage. Et pareil, quand on regarde l'utilisation de déchets, en mode les insectes peuvent utiliser des déchets, en fait les grandes entreprises, très majoritairement, ne font pas ça en fait, pour plein de raisons, des raisons réglementaires, des raisons économiques, ce genre de choses, et utilisent plutôt des coproduits céréales de haute qualité, genre du grain, ce genre de choses qui sont normalement déjà utilisées dans les élevages classiques. Voilà, bon, je vais passer sur le reste. Et aussi, risque sur la biodiversité locale, c'est-à-dire que les insectes pourraient s'échapper en grand nombre, parce que du coup, ils sont des millions au même endroit, et notamment peut-être déplacer
les espèces locales. Et par exemple, il y a des risques de pollution génétique, dans le sens où ils sont sélectionnés génétiquement. Et il y a des travaux qui sont faits pour qu'au niveau des insectes OGM qui sont en cours de développement, voilà, qui seraient des larves 4 fois plus grosses, et du coup, forcément, c'est pas la même chose. Et si ça... Du coup, ça peut remplacer potentiellement des espèces locales et transmettre de nouvelles maladies, comme par exemple la paralysie du criquet, qui genre a 95% de mortalité, qui a fait des ravages dans les élevages en 2011 et qui a des symptômes assez pas terribles, on va dire. Et donc du coup, ça pourrait vraiment avoir plein de conséquences sur, pareil, les insectes qui sont présents dans nos contrées. Donc en résumé, au niveau environnemental, il y a un rapport de l'industrie qui indique que pas d'avantage environnemental majeur par rapport à l'alimentation animale classique. Et c'est possible que par inadvertance, ça augmente l'impact environnemental du système alimentaire, ce qui est l'opposé de ce qui a été voulu. Donc du coup, comment contribuer un peu sur cette question Donc, du coup, d'abord, rester informé, parce que voilà, on est en train de faire justement des recherches, on va transmettre des rapports, ce genre de choses. Voilà, et n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Facebook, et partager nos posts. Et plus précisément, pour nous, ce qu'on va faire, on cherche également des bénévoles, donc notamment, par exemple, des compétences de communication, de graphisme, parce que pour informer un peu sur ces sujets. Et on est intéressé par des contacts qui pourraient être intéressés par ces informations, sur le fait que, notamment, impact environnemental, ça peut être pire, enfin c'est pire que ce qui a été vendu, en tout cas en termes de promesses, et donc des journalistes, des décideurs, des membres d'institutions, des associations, influenceurs climat, des chercheurs, etc., etc. Voilà, donc on est intéressé par vraiment tout contact. Et voilà, éventuellement, vous pouvez nous soutenir avec un don pour nous permettre de continuer, parce qu'on a une toute nouvelle structure, donc c'est là-dessus qu'on essaie d'avancer. Voilà, donc merci de votre attention. J'allais dire des questions, mais il n'y a pas de questions ici. Donc voilà, mais n'hésitez pas à me voir après si jamais vous voulez interagir sur ce sujet.